L'émotion qu'on a tous ressentie en voyant Romain Grosjean sortir des flammes de son terrible accident ne saurait nous faire oublier qu'on s'ennuie ferme quand même, les amis, quand on regarde un Grand Prix de Formule 1. Mais depuis 40 ans, Tiger nous excite, nous titille avec la diversité de son modèle Formula One. Aujourd'hui, j'accueille Mehdi. Va-t-il nous réveiller avec sa Tiger Formula One calibre 5? C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Mehdi, Bonjour Xavier, ça va? super, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel plaisir et honneur d'être là avec toi. Super. Mais les amis, il nous dit ça poliment, Mehdi, mais c'est pas moi qui t'ai invité, c'est toi qui as proposé de venir. J'ai proposé de venir en effet. C'est vrai, tu l'as vu ce terrible accident de Romain Grosjean? J'ai vu ce terrible accident, miraculé, Bah ouais. miraculé. C'était incroyable, mais heureusement que la fin était plutôt heureuse. Eh oui, Ouais. c'est ça. Et bien vous savez quoi, Mehdi s'est proposé avec plusieurs montres de sa petite collection. Et je me suis dit, une Tag Heuer Formula One, c'est un modèle qu'on n'a pas vu sur la chaîne, qui existe depuis pas mal d'années. Et 86. ouais, waouh là là, attention, il faut peut-être que je revoie les questions du quiz. Alors, tu nous la montres cette tag? Avec grand plaisir. Donc Tiger Formula One avec bracelet acier Ouais, que voici. Et là, si tu veux, tu as l'extension du bracelet acier qui historiquement a été élaboré pour les pilotes de Formule 1 pour la mettre par-dessus la combinaison. waouh, comme le long bracelet en nylon velcro des astronautes pour passer par-dessus la combinaison. Exactement. J'ai cru que tu allais me dire que c'était nécessaire que j'utilise ce truc pour mon gros poignet. Absolument pas, je ne me permettrai pas. Est-ce que je peux l'essayer? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Tiens, je te passe la mienne. Magnifique, merci. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps cette montre? Alors, cette montre, je l'ai achetée il y a à peu près quasiment un an. Ouais. Quasiment un an. Qu'est-ce qui fait que tu l'as acheté? Alors, ça marque un peu mon début, mon mode d'entrée dans le monde de l'horlogerie. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a un an et demi, j'y m'intéressais de loin, de plus en plus de près, mais je n'arrivais pas à franchir le cap de l'achat de la première montre automatique. Donc vraiment, mon mode d'entrée dans le monde de l'horlogerie remonte à fin 2018, enfin début 2019. Ouais. Pour mon anniversaire, mon père s'était proposé de m'acheter une montre. Donc on est parti en boutique. Quel âge tu as, Mehdi? J'ai 32 ans. 32? 32, ouais. Et là, c'était pour mes 30 ans. Mmh. Et donc mon père, donc on va. Donc à la base, je voulais une montre, puis je voulais une Apple Watch. Une Apple Watch, pardon. Mmh. Et on est parti en boutique, on a vu les Apple Watch, etc. Et puis finalement, bon, le service n'était pas terrible, le vendeur n'était pas terrible, puis on est parti. Et puis à ce propos, mon père m'a dit, écoute, il y a une montre, il y a deux montres que j'ai repérées, si tu veux, je peux t'en offrir une. On part en boutique, on voit, c'était des montres à quartz. Ouais. C'était une Michel Herbelin, très sympa, dorée, avec chiffres romains, extra plate, quartz. Et il y avait une autre montre, Mauboussin. Bon, je m'y connaissais pas vraiment. À vrai dire que les deux me plaisaient à l'époque. J'ai fini par prendre la Herbelin, et puis donc j'étais content de mon cadeau. Et puis au bout de 2-3 semaines, je me disais, ça serait quand même bien d'aller acheter la Mauboussin pour avoir une deuxième montre. Et puis un beau jour, je me décide. Et ça, c'est toi, tu t'es dit pour te l'acheter toi. Pour me l'acheter moi-même, On n'était exactement. plus dans la logique du cadeau de ton père pour les 30 ans. Exactement, voilà, c'était Ouais. pour moi. Tu me racontes pas souvenir avant. Ah non, avant on n'est l'heure, pas, quand on n'est même. pas dans souvenir. Ah, Non, ça pas du tout, marche. pas du tout, Ouh pas du là tout. là, on va se régaler, les amis. Hein. Et donc, je me souviens comme hier, je sortais du boulot, j'allais en boutique, puis je croise un ami à moi qui est fan de montres, qui avait une Breitling Super Ocean à l'époque. Ouais. Il l'a plus, il a une autre montre, peu importe. Et il me dit, je lui dis, je vais acheter une montre. Tiens, il me dit, alors quoi et tout, j'ai pas dit mot ou ça. Et là, il me dit, n'achète pas ça, c'est n'importe quoi. Il m'a dit, une montre, achète-toi une automatique. Et puis, Voilà, mon boussin était à quartz également. c'est d'accord, ouais. Ouais. Il m'a dit, une montre, c'est une automatique ou rien. Bon, c'est un peu radical, mais il a pas mal argumenté. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Donc, bon, j'ai annulé, je ne suis pas allé l'acheter parce qu'il m'a un peu refroidi. Et puis, je me suis mis à faire des petites recherches petit à petit. Et c'est là où j'ai atterri sur les histoires de conquête et de communication par l'exploit et par la conquête de certaines grandes montres, donc Tag Heuer, Rolex et Omega. Et donc, j'étais définitivement résigné à ne pas acheter de montres à quartz.
Et ça a fait son petit bout de chemin. Et au bout d'un an, pour mes 31 ans, je me le suis offerte. Ouais. Alors pourquoi, tu as parlé de 3 autres marques, pourquoi Tag Heuer? Pourquoi Tag Heuer? Parce que c'est une montre qui résonnait, même si je ne connaissais pas vraiment à l'époque la maison, quand j'étais adolescent et même un peu plus vieux, pardon. Mon père m'en parlait souvent. Il me parlait souvent de cette marque comme étant une montre de très grande qualité, une montre d'exploit, une montre qu'il rêvait d'avoir. Et donc ça a toujours fait écho au fond de moi. Et je pense que c'était naturellement la première montre vers laquelle je me suis dirigé. D'accord. J'avais les autres montres, par la suite j'ai acquis d'autres montres, mais c'était plus le fruit de mes propres recherches D'accord, ok. Donc d'un intérêt là, personnel. première raison, donc sur cette tag, c'est l'influence paternelle. Paternel, ouais, Ça avait exactement. un rapport avec le sport automobile? Ça n'avait pas de rapport avec le sport automobile, non, vraiment loin de là, mais c'était vraiment un rapport à la qualité, à l'excellence D'accord, et à l'esthétique. ok. Ouais. Tu l'as acheté neuve? Déjà chez Neuve. Ouais. Chez quoi? Chez un revendeur multimarque, Ouais. dans une boutique Tag Heuer? Alors, je m'étais décidé un beau jour de l'acheter, j'avais repéré, donc j'étais quasiment décidé. J'ai vu alors c'est un 43, Ouais. j'ai des petits poignets, donc j'étais pas certain qu'elle m'y aille. Donc j'étais parti avec ma compagne à l'époque au Galeries Lafayette, Ouais. et je l'ai essayé, et elle m'allait bien. Je voulais l'acheter, sauf que c'était compliqué, je ne pouvais pas l'acheter ce jour-là parce que j'avais fait opposition à ma carte bancaire quelques jours plus tôt. Alors que ma carte était tout simplement sur le bar du salon. Enfin, Ouais. et il ne prenait pas les chèques. Et donc, à partir du moment où j'ai essayé, elle m'allait. Pour moi, c'était obsessionnel. Il fallait que je l'aie ce jour-là. Manque de peau, il était 17h. Donc, j'ai fait le tour de tous les revendeurs Tag Heuer du coin. Personne ne l'avait. Et j'ai fini par la trouver le lendemain, dans un autre printemps à Nation. Ouais. Et j'ai réservé. Je suis allé le soir même l'acheter. Ok. Ouais. Ok. Combien ça coûtait à l'époque une Ça Tag Heuer coûtait à Aquaracer comme l'époque, ça? Pas Aquaracer, pardon, Formula One. Ouais. Ça coûtait à l'époque 1650 €. Ouais. Et maintenant, le prix a légèrement augmenté, il est à 1750, j'ai vérifié hier. Ouais. Ouais. C'est, je salue d'ailleurs Emilien qui était venu nous présenter sa Tag Heuer Aquaracer, qui était à quartz. Donc on a pas mal de similitudes sur, pas complètement la lunette, mais la forme. J'étais un 43 également, Exactement. mais lui était à quartz. C'était quoi ça? Et donc là, sur cette Formula One, comment c'est positionné dans la gamme Rolex, la Formula One? Parce qu'il y a quand même la Otavia qui est théoriquement une combinaison de automobile aviation. Celle-là, c'est vraiment la collection, on va dire, fruit de l'histoire de Tag et de Heuer Exactement. dans la Formule 1. Dans la Formule C'est 1. un peu ça le sujet, C'est quoi. un peu ça, oui. Mm. Alors, comment ça s'est... Là tu es donc dans l'entrée des modèles automatiques Exactement. chez Tag Heuer, en Exactement. termes de positionnement. Ouais. Ok. Tu voulais absolument en avoir une avec une très sobre. Hein. On voit un cadran ensoleillé gris. Mhm. La lunette est quoi? En Elle est en acier? céramique. Elle est en céramique, La ouais. lunette est en céramique. C'est ce que je me disais. Cadran gris, lunette en céramique mat. Elle est assez discrète. Assez discrète, c'est tout ce que je voulais. Ça correspond d'ailleurs aux montres que j'ai pu acquérir par la suite. C'est-à-dire que je ne voulais pas un chronographe. Ouais. Voilà. Pourquoi? Voilà, Parce que. parce que voilà. Voilà. Parce que pas d'un chronographe, je voulais vraiment une montre avec une lunette unidirectionnelle de plongée, parce que je fais de la plongée. Ouais. Avec une trotteuse et voilà. Ouais, mais attends, assez sobre. excuse-moi de te taquiner. C'est assez intéressant. Là, justement, c'est une montre qui a un nom automobile. Exactement. Mais tu voulais une lunette unidirectionnelle de plongée, tu vois, ça m'a perturbé, donc j'ai vérifié qu'elle était bien unidirectionnelle. D'accord. Et là, j'ai envie de me dire, quelle est la différence alors entre une Formula One et une Aquaracer? Peut-être l'étanchéité? Peut-être l'étanchéité. Alors l'Aquaracer de tête, je ne sais plus combien d'atmosphère. À la limite, peu importe. Elle est étanche à combien À celle-là? 200 mètres. 200 mètres, 200 ouais. mètres. Ouais. 200 mètres. Bon, 200 mètres, 300 mètres, tout ça, On c'est. s'en fout, de toute façon, ouais. je suis pas dit 1, je plonge à 20 mètres. Ouais, mais alors pourquoi donc la Formula One plutôt que l'Aquaracer ou inversement d'ailleurs? Pourquoi? Eh ben, si tu veux, la lunette de l'Aquaracer, alors je pourrais pas laquelle, elle n'est pas tout à fait hexagonale, elle n'est pas tout à fait circulaire. C'est vrai. Ne me parle pas esthétiquement. Ok, Voilà. ok.
Le modèle Carrera, je l'ai exclu du fait, du fait que ce soit un chronographe. Bien sûr. Il y a beaucoup de chronographes avec. Voilà. Et la Monaco, très beau modèle, un modèle que je respecte énormément. Mon Mais point c'est de un vue sur chrono aussi. C'est un chrono aussi. Mon point de vue sur la Monaco revient de plus en plus. Mais c'était vraiment la Formula One, la montre qui Quand me tu plaisait. dis revient de plus en plus, c'est-à-dire que tu te poses de plus en Je me plus la pose de question, plus en plus et la question. si elle était pas mal quand Et si même. elle était pas mal, et si j'en achetais une, peut-être pas là prochainement, Ouais. mais dans les années à venir, ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Tu as vu sur la chaîne, et je le salue, Mathias, hein, qui nous a présenté sa Monaco calibre 11. Exactement. Et ça a contribué un petit Ça peu a- à ta réflexion. Eh ben, c'est exactement le cas. Ça a contribué avec cette Monaco affûtée, hein, c'est ça. Ouais. Quand je l'ai vue dans tes mains, je l'ai trouvée vachement belle. Vachement belle. J'ai jamais essayé auparavant. Enfin, j'ai jamais essayé. Il faut y aller, hein. Il faut que j'y aille, ouais. Enfin, Eh ben, c'est cool. Ouais. Eh ben, tu sais, il y a une petite surprise, les amis. Enfin, je ne sais pas si c'est une surprise, mais compte tenu des dates d'enregistrement, qu'il n'y a que moi qui connais, tu verras une petite surprise sur la chaîne bientôt, avec plaisir. avec une autre Tag Heuer Monaco en partenariat avec George Bamford, un préparateur de montres. Vous voyez, les amis, la customisation. Et il y a justement un sondage sur est-ce que vous êtes pour ou contre la customisation, parce que c'est quand même un truc sacrément polémique. Je t'ai laissé un petit peu de temps quand même pour réfléchir à ton adjectif préféré Ah oui, le pour fameux. cette montre. Eh oui. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens s'en passaient, il y a beaucoup d'adjectifs, donc ça devient de plus en plus dur. Hein, Oui, mais attends, permets-moi. Les amis, l'adjectif, c'est pas d'avoir un adjectif qui est différent de celui Tout à d'avant. fait, d'accord. C'est celui vraiment pour toi qui la caractérise le mieux. Exactement. Et donc, c'est un adjectif très subjectif qui relie son histoire à la mienne. Ouais. Je pourrais l'argumenter, mais je dirais conquérante. 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 Alors ça, c'est vraiment un truc intéressant. Et justement, comment tu la relis à ton histoire? Alors conquérante parce que, donc, on t'en parlait au début, c'est une montre qui a été développée pour les pilotes de Formule 1, a été portée par certains grands noms, Ayrton Senna, Alain Prost, Verstappen en ce moment, et mon train de vie un peu de tous les jours s'apparente un peu parfois à celui d'un pilote de Formule 1 dans la mesure où je suis très souvent dans la course contre la montre. Ouais. Je ne dois pas craquer sous la pression, si tu vois ce que je veux dire. Don't crack under pressure, Voilà. le célèbre slogan publicitaire qui date de 91. 91 exactement. Ça m'inquiète parce que je me demande si je ne l'ai pas mis dans le quiz, les amis. Je retourne les questions pour que Mehdi ne les voit pas. Qu'est-ce que tu fais comme métier qui fait que c'est un peu la course contre la montre? La dernière analogie, c'est pas d'échec possible. Et je suis médecin, Ouais. je suis cardiologue et j'opère des cœurs. Voilà. Ouais, ça mérite le respect, les amis. Ça. Ah bah oui, là, donc une euh, opération, urgence, tu Urgence, peux pas te louper. on joue contre la montre, on est sous pression, mais il faut pas craquer. Et il faut que ce soit une réussite et un succès. On n'a pas droit à une seconde chance. Alors, les amis, je le savais que Mehdi était cardiologue, mais c'était à lui de le dire, etc. Et l'une des raisons pour laquelle j'étais emballé, et je suis emballé de le recevoir, c'est que, vous savez, je vois moi une dimension philosophique et poétique dans l'horlogerie, et évidemment, quel est le plus bel instrument qui puisse exister et qui a un rythme absolument parfait, ou alors d'une régularité absolument magnifique. Il y a bien évidemment les oscillations d'un balancier spiral Exactement. dans une montre mécanique, mais il y a un truc beaucoup plus beau, c'est le battement du cœur Le humain. battement du cœur humain qui est automatique. On emploie le terme d'automatisme. C'est vrai? Oui, tout à fait. Donc comme une montre automatique, mais on emploie réellement le terme automatisme, un automatisme normal, un automatisme anormal. Voilà, Est-ce que tu me permets l'analogie un peu bidon, excusez-moi, hein, mais il y a des cœurs à quartz. Quand un patient se fait poser un pacemaker. Un pacemaker, oui. Ouais. Tout à fait. Le pacemaker, il est là pour stimuler électriquement la contraction-décontraction du cœur. Justement, c'est quand l'automatisme naturel n'est plus là. Quand voilà, cette fabuleuse machinerie qu'on ne comprend pas à 100% et dysfonctionne, eh bien, on met un cœur à quartz. Donc, c'est une pile, tout simplement, qui donne des impulsions électriques et qui donne un automatisme artificiel, drivé, généré par une pile. Ouais. C'est une analogie tout à fait vraie.
quelle analogie on pourrait avoir entre cette fréquence électrique et la fréquence d'oscillation d'une montre? Il y a des hertz dans un pacemaker, dans un cœur. Comment tu calcules, comment on exprime le rythme cardiaque? Alors c'est vrai qu'on ne l'exprime pas en hertz, on l'exprime en battements par minute, de façon pratique, mais d'un point de vue physique, en effet, on peut l'exprimer en hertz, mais c'est pas vraiment une application qu'on utilise au quotidien. Ça serait trop compliqué pour gérer des situations qui sont déjà de base un peu compliquées. Ouais. Donc c'est plutôt simplifié, c'est un battement par minute, et en une minute, on est censé avoir en moyenne une 60aine de battements, soit à peu près un battement par seconde. Ouais, après, il y a des différences Après, il y a des avec l'âge de la différences, personne, voilà. sa condition physique. Sa condition physique, sa constitution intrinsèque. Certains ont un cœur qui bat à 70, à 80, d'autres à 50. Voilà. Mais peu importe la fréquence, chacun a sa propre fréquence. Ouais, quand tu prends, et ça t'arrive encore, beaucoup ou pas, de prendre le pouls d'une personne avec une montre ou un chronographe à main, ou c'est intégralement électronique maintenant? Écoute, moi le pouls assez peu, mais souvent après une intervention, par exemple, quand on sans rentrer dans les détails, on doit appuyer, faire l'hémostase au niveau du point de ponction, qui peut être par exemple au niveau de l'aine. Et là, souvent, on se donne 10-15 minutes. Alors, j'opère rarement avec ma montre. Ça m'est arrivé une ou deux fois en situation extrêmement urgente où il fallait y aller directement, donc j'avais ma montre avec moi. Mais souvent, elle est jamais loin, elle est dans une petite poche, soit là, soit près de mon cœur. Et après l'intervention, quand il faut comprimer, faire cette hémostase, je mets ma montre, je tourne la lunette unidirectionnelle, telle sorte à avoir un compte à rebours, et je comprime, et je me mets 10 Bien minutes, sûr. 15 minutes. Ouais. Ouais. Voilà, donc elle a une petite utilité également. Elle a peut-être utilité Tout à fait. professionnelle. Alors les amis, vous savez, j'ai lancé récemment un très très gros programme ambitieux, en tout cas à titre personnel, avec des investissements qui s'appellent Watch Out et qui parle de l'Omega Speedmaster, qui m'a amené à beaucoup regarder l'histoire d'Omega. Et pour le coup, c'est via l'histoire d'Omega que j'ai compris que globalement, les premiers calibres horlogers qui ont été développés avec une trotteuse centrale, hein, puisque le propre des mouvements horlogers plus anciens était avec une trotteuse à 6 heures, hein, une petite trotteuse. Quels étaient les besoins d'une grande trotteuse visible, que ce soit pour des chronographes à main ou sur des montres? Et ben en fait, c'était les besoins de pouvoir lire les secondes, et notamment pour les médecins. Avec la Medicus. Exactement, la Omega Medicus, et ce qui fait d'ailleurs que, pour le coup, j'ai creusé les Speedmaster, hein, vous l'avez bien compris, il y en a d'autres avec un pulsomètre qui est justement là pour aider un praticien de santé à pouvoir calculer le nombre de pulsations cardiaques à la minute. C'est beau quand même le temps. C'est beau, c'est beau. Ouais. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors, le petit détail sur cette montre, c'est la trotteuse, l'extrémité de la trotteuse qui est peinte en rouge, Oui. qui lui donne un côté très sport, qui rappelle vraiment la F1, les voitures de sport, Ouais. les petits boutons poussoirs Startingo rouges. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce petit détail. Ça, c'est le petit détail que tu aimes bien. Celui que je vois qui est sympa, il y a pas mal de marques qui font ça, hein, c'est la base de la trotteuse, où là, c'est le logo tag. Parfait, hein, c'est vrai. Qu'on peut voir. Un truc qui est sympa aussi, qui est instructif aussi, hein, c'est que tu as une lunette en céramique, mais elle est mate. Ouais. Voilà. Donc quand il y a une lunette céramique brillante, vous voyez ce que je veux dire, eh ben, il pourrait la faire mate, qui rendrait peut-être une montre comme une Rolex Submariner par exemple, 116 610 ou 126 610, un petit peu moins visible. Là, le noir mat comme ça fait qu'on a l'impression qu'il est un peu gris anthracite, qui va très très bien avec le cadran soleillé de cette montre. Ouais. Alors j'ai un peu galéré, hein, Mehdi, pour faire les prises de vue, parce que là aussi, il y a eu l'économie d'un traitement anti-reflet, c'est un petit peu dommage. Au dos, on voit, je crois que c'est un grand classique sur la gamme Formula One, hein. On voit un damier, j'imagine que ça symbolise le drapeau à damier de la fin de la course. Exactement. Hein, c'est un petit peu ça. Tout à fait. Ouais, c'est un petit peu ça. Belle couronne, avec un petit cerclage rouge aussi.
En fait, elle se dévergonde un petit peu, cette montre, hein. Elle est Je trouve, grise, ouais. sombre, Je trouve, ouais. etc. Puis elle a des petites choses un petit peu funky. C'est ta montre de tous les jours? Alors j'alterne avec une Submariner, Ouais. euh, Laquelle? une C610 Ouais. de 2008, Hmm. avec le réo gravé Rolex Ouais. sur le côté. Hmm. Souvent on alterne. Euh, je commence la semaine avec la C610 et puis je finis la semaine avec celle-ci. D'accord. Hmm. Ok. Ouais, de toute façon, c'est une affaire de plaisir. Exactement. Elle est quand même vachement proche, hein. Certes, c'est en 43, c'est 610, c'est du annoncé en 40, mais C'est du finalement, 40, on ne ouais. sait plus trop, les amis, hein, Ouais. parce que maintenant, elles sont en 41, mais on ne sait pas trop non plus, etc. C'est extrêmement proche. En fait, tu as un petit problème avec les montres à lunettes noires et à Je cadran pense, sombre, et hein. puis c'est mes antécédents de ce tropisme vers la mer et de plongée. Parce que depuis tout petit, je suis fan de mer, de bateaux, de plongée. J'étais fan de Jacques-Yves Cousteau. Donc je pense que il va falloir un bon moment avant de rompre ce processus d'achat de montres de plongée, quoi. Ouais. J'ai parlé de la Monaco tout à l'heure, mais je ne la vois pas à court terme. Ce sera vraiment à très long terme. Ouais. Je pense que même la prochaine sera probablement Bah, dans ce style. ouais, tu nous en parleras tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, j'en avais parlé dans l'épisode avec Mathias, justement, le boîtier de la Monaco, fabriqué historiquement par Picret, c'était la première montre rectangulaire étanche. C'est vrai. Quand même beaucoup plus compliqué d'avoir un verre étanche quand il est carré que quand il est rond. Tout à fait. Voilà, Ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Les amis, on va passer à la séquence souvenir. Je te la rends? Merci. Allez, c'est parti. Donc, tu nous as un petit peu expliqué le cheminement que tu as eu pour l'achat de celle-ci. Oui. Donc, où tu es passé par une Michel Herbelin, tu as failli prendre une Mauboussin. Vas-y, tu tires ça. Alors, ça, les amis, c'est des bracelets à l'ancienne, hein. Alors j'ai du Il mal. n'y a pas de réglage fin. Il faut y aller. Ok. Voilà. Merci. Je t'en prie. Michel Herbelin, tu as failli passer chez Mauboussin, etc. Mais plus petit, là, comment c'est venu? On a compris qu'il y avait quelque chose avec l'influence de ton père. Tout à fait. Ouais. Bah, plus petit, j'étais assez fasciné par la montre de mon père qui était une Seiko à l'époque. J'ai essayé de retrouver la référence, mais j'ai du mal. Très jeune, avant mes 10 ans, je rêvais d'avoir une montre, mais j'en ai pas eu. J'ignore la raison. Mais en tout cas, ma première montre, c'était pas une montre qui donnait l'heure, c'était, je ne sais pas si tu as connu ça ou si tu t'en as déjà vu, c'est les montres à eau, à pompe à eau. C'est pas d'authentiques montres, mais c'est des montres pour faire des farces. La montre était reliée à un petit tuyau avec une pompe à eau. Ah ouais? Et l'idée, c'était d'attirer l'attention de ses amis, de leur demander alors, quand on te demande il est quelle heure, et puis tu tends le cadran, et là, paf, t'appuies sur la pompe à eau, et le mec se reçoit. Et alors, tu avais une montre avec une pompe à eau dans la main? Ou J'avais la t'avais pompe un à eau, fil? voilà, j'avais une pompe à eau là, souvent, et je faisais ça, quoi. Voilà. Donc c'est mon premier souvenir horloger. Le fameux farce et attrape. On comprend pourquoi tu aimes les montres de plongée, hein. Moi, c'est un peu ça. Donc il y a un rapport avec l'eau en permanence. Mais tu avais trouvé ça où? C'était dans un pif Ouais, gadget? je me souviens C'était plus dans un... trop exactement. Je sais que c'est ma mère qui me l'avait acheté quelque part, mais ça remonte à assez loin. Assez loin. Et puis par la suite, j'ai eu, comme beaucoup de gens, une Casio assez classique, standard, à cristaux liquides. Ouais, Et puis j'ai eu par la suite une Festina à mes 10-11 ans, ouais. que j'ai gardée encore jusqu'à présent, que j'ai faite. Ah, c'était un chrono. C'était un chrono, ouais, exactement. Un chrono que j'ai fait réviser là récemment. J'ai changé la pile, elle fonctionne très bien. Ouais, Même que je porte quasiment pas du tout. Enfin, que je porte ouais. pas. C'était à ta grande époque de vélo? Non, même pas. Non, parce Ouais, qu'attends, ouais. tu avais 10-12 ans, J'avais donc 10 tu en ans. as 32, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 Ouais, ans. c'était l'époque de l'équipe Festina Ah oui. de vélo autour de Ouais, France, je savais hein, pas terrible les amis en termes de dopage, etc. Mais pour autant, Festina, c'est une marque qui est beaucoup plus ancienne et qui a fait des montres automatiques, etc. bien avant. Donc c'est pas des montres à quartz ou des trucs pas forcément. Il y a une histoire quand même Terry, derrière, même si ça a été marqué notamment en France avec cette histoire de dopage, de dopage sur le Tour de France. Ouais, donc tu les gardes toujours avec affection ces montres. Alors la montre avec la pompe à eau, je ne l'ai plus. Ouais. Alors malheureusement, j'aurais bien aimé l'avoir. Et la Festina, je l'ai encore. Et la Casio, non. Casio, non. Je ne l'ai plus. Hein. Ouais, tu l'as plus. Ouais. J'avais peut-être 9-10 ans, quoi. Donc, Ouais, mais donc tu as eu une Festina. J'ai une Tu as eu une Festina chrono. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de chrono là?
tu vois. C'était... Parce que quand on est ouais. jeune et qu'on a un chrono, on est toujours Exactement. content, on chronométrait tout, chronomètre des trucs, tout à etc. rien, et puis c'était à l'époque, voilà, c'est ça, c'était le côté un peu ludique de chronométrer, lancer le chrono, l'arrêter, le relancer. Bon, maintenant je pense que mes choix ont mûri et je sais précisément ce que je veux. Je me rends plutôt sur ce type de montre avec des cadrans plutôt sobres, pas trop surchargés, de couleurs assez sombres, avec une lunette unidirectionnelle type plongée. Ouais. Voilà, je sais ce que je veux et voilà, c'est un peu, en tout cas, c'est mon plaisir du moment. Ouais. Ouais. Ah bah, c'est sympa ça. Ouais. Voilà, c'est une histoire finalement. Je me revois un petit peu dans ton truc, c'est que tu as démarré, on va dire, dans les montres qui symbolisent autre chose qu'un outil qui donne l'heure à 30 ans. Comme moi quand j'ai eu une Tag Heuer série 6000 pour mes 30 ans, ouais. J'en avais parlé sur la chaîne. La différence c'est quoi les amis? C'est que Mehdi c'était il y a 2 ans et moi c'était il y a 20 ans. Ah ouais, le temps qui passe, voilà. Et oui. Tu te rends compte le nombre de pulsations cardiaques? Tu les fais pas. Ah, tu les fais voilà, pas, t'es 40 ans, c'est ça? Allez les amis, c'est toujours au moment où l'invité se sent bien, tout, etc., qu'il faut passer aux choses sérieuses avec le célèbre quiz. Alors, Mehdi, je t'ai concocté 3 questions. Tu sais qu'il y en a 3. Hein. 3, maintenant c'est 3. Ouais, oui, bien sûr. Il faut qu'il y en ait 3. Hein. Alors, sinon on ne peut pas se départager. Non. Voilà. Alors, je regarde rapidement ce que j'ai comme question. Ouais, il y en a quand même quelques-unes qui sont cadeaux, quoi. Ça te met un petit peu de pression, ça. Ça met encore plus la pression, ouais. Alors, mais il ne faut pas craquer. Première question. Exactement, Mehdi. Don't crack under pressure. En quelle année a été lancée la collection Tag Heuer Formula One? Réponse A, 1986. Réponse B, 1999. Réponse C, 2004. 86. Bim. Vous avez vu le métronome. Là, il sait qu'il doit intervenir. Il faut une réponse rapide. Exactement 86. Bon, t'en as tout de suite parlé en début d'émission, donc je savais bien que tu le savais. À cette époque, Heuer était devenu Tag Heuer, avait été racheté par la holding des frères Auger, qui est une holding dans l'aviation et tout ce qui touche à l'aéronautique. 86, c'est 3 ans après le lancement du quartz, du quartz suisse, on va dire, au niveau industriel, et qui a sauvé un peu l'horlogerie mécanique avec la Swatch. Et les premières Tag Heuer Formula One étaient acidulées avec des boîtiers en polymère, avec plein de couleurs, bariolées. C'était vraiment très sympa. C'est vrai qu'on est loin des... On s'est un peu éloigné. Enfin, ouais. Mais en tout cas, en 86, quand tu as d'un côté une marque qui est devenue mondialement connue, Tag, parce qu'il s'était investi en Formule 1 en 82 avec McLaren et avec Porsche, etc. Et là, pour le coup, faire une Tag Formula One, Tag Heuer Formula One, Heuer, qui est un monument de sponsoring et de partenariat dans la course automobile, et Tag, qui à cette époque-là, je crois, vous me direz les spécialistes, vous allez me dire que je dis des conneries encore, mais je crois qu'Alain Prost avait déjà 2 titres de champion du monde avec sa McLaren MP4. Et bien forcément, c'est vraiment une belle combinaison et un beau produit, donc ça a quasiment quoi 35 ans. 35 ans, ouais. Pas mal, hein? Pas mal. Et Mehdi, à 32 ans, il mène 1-0 à ce quiz. C'est pas mal du tout. Je regarde si j'ai pas d'autres questions quand même pour muscler le truc, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment facile pour toi. Alors, c'est parti. Deuxième question. Là, attention. En 2016. Non, pas en 2016, les amis. En 1916. Là, tu n'étais pas né et moi non plus. Non. Ok. Heuer lance le micrographe. Était-ce le plus petit chronographe de l'époque, le chronographe le plus précis de l'époque, ou un chronographe doté d'une alarme? Alors, le doté d'une alarme, j'aurais dit le plus précis. Tu réfléchis comme ça, la tête, ça tourne dans sa tête. On a bien compris qu'il était cardiologue, le gars, donc des études et des trucs, il en a fait. Mais il y avait l'histoire du micro-split avec un centième. Il est bon, là, il mène déjà 2-0, Mehdi. Et oui, le micrographe, c'était un chronographe à main précis au centième de seconde. C'est ça, c'est au centième, voilà. 1916. Exactement, ouais. C'est incroyable, hein. Évidemment, ça a été relancé quelques années après l'arrivée de LVMH chez Tag Heuer,
avec une Tiger micrographe avec montre-bracelet, bien évidemment, là, miniaturisé, qui était précis également au centième de seconde. Ben oui, mais 1916, il fallait commencer à être très précis sur plein de choses, et notamment la santé. Centième de seconde dans la santé, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Oui, c'est vraiment... Oui, non. Ouais, non, hein, les pulsations, on les mesure sur une minute, minute, seconde, donc c'est sur 60 secondes. C'est vraiment plus pour le sport, pour les partager. Bon, je suis sous pression, les amis. Je vais essayer de garder le sourire. Mais quand je regarde la question 3, là, je me dis, c'est bon, l'honneur va être sauf. La Tag Heuer Formula One est équipée du calibre 5, basé sur l'un des calibres les plus réputés au monde. Réponse A, l'ETA 2824. Réponse B, le Valjoux 7750. Tu peux la faire cash, si tu veux. Réponse C, le Landeron 248. Ah, j'étais un peu trop sûr de moi. Tu veux que je te redise les trois? Ouais, s'il te plaît. ETA 2824. Ouais. Valjoux 7750, qui fait partie maintenant de la gamme ETA. Et Landeron 248. Comme ça, je dirais l'ETA. Tu réponds comment Non, pas au feeling, parce que je sais que les calibres 5 fut un temps étaient équipés d'ETA, mais celle-ci n'a pas d'ETA, c'est un Celita SW200. Mais il me semblait qu'avant d'être en Celita, ils étaient en ETA. Donc c'est le 28-24. Donc je maintiens. Oh bravo, alors là vous avez bien compris, travailler dans l'urgence sans backup et sous pression, eh bien Mehdi vient de gagner ce quiz 3-0, bravo. Pour le coup, le 28-24 qui a été décliné après en 28-24-1, 28-24-2, c'est le calibre de base 3 aiguilles quantième lancé au début des années 60 par ETA, enfin l'ancienne ETA on va dire. Hein. Et le SW200 de Celita est un clone, puisque le 28-24 est dans le domaine public. Et donc c'est un clone de ce calibre. D'autres le font, les Seagull, des Chinois, des Suisses, Valenvron également, en font. Et là, pour le coup, la base conceptuelle, c'est un 28-24-2. Et puis pour le coup, que ce soit un Celita ou un ETA, ça ne change pas grand-chose. Par contre, probablement que ce changement vient du fait qu'il y a en 2009, Swatch Group a commencé à annoncer qu'il allait falloir revoir la fourniture des mouvements à toute l'industrie suisse, puisque le Swatch Group possède ETA, qui est anciennement la holding qui a récupéré tous les fabricants de calibres et d'ébauches suisses depuis les années 30. Et en 2020, ça a été tranché, donc un certain nombre de marques n'avaient plus de possibilité d'accéder à ETA, et donc il a fallu aller sur d'autres calibres. Et évidemment, la nature a horreur du vide, les amis. Donc beaucoup de gens se sont lancés dans la R&D, et c'est super avec des calibres manufacture. Et puis quand on ne peut pas avoir de 28-24, eh bien on va chercher un Celita SW200. Bravo Mehdi pour cette belle victoire. Merci. Il m'avait dit qu'il se sentait quand même sous pression sur ce quiz. Vous avez vu, quand on est cardiologue, on tient la pression grave et on ne la subit pas. On enchaîne sur la séquence suivante, recto verso, avec tout ce que tu nous as déjà raconté. Est-ce qu'il y a un autre truc que l'horlogerie qui te passionne, qui t'intéresse, qui te motive, dont tu peux nous parler? J'ai un tropisme pour la mer, donc la pêche, on va la mettre de côté parce qu'il n'y a pas assez peu de lien avec les montres, mais la plongée, j'insiste encore là-dessus. J'ai commencé à plonger en 2014 dans le Pacifique, et j'ai passé mon PADI là-bas, et puis c'est vrai qu'à l'époque je plongeais avec des ordinateurs de bord. Tu as passé quoi comme PADI? Un PADI 1. PADI 1. PADI 1. Je voyais à l'époque les gens plonger avec des montres de plongée, donc à posteriori je pense que c'était des subs ou des montres un peu similaires. Et là, c'est ce qui fait que tu as acheté une 16-610?
Je pense, ouais. T'as plongé avec une Non, 610? justement, alors j'ai pas encore plongé avec. Ah. Voilà. Sinon, ça aurait été une première. Ça aurait été une première, exactement. On a eu le pêcheur aux oursins avec sa Rolex Explorer 2. Ouais. Et là, bon, avec la crise sanitaire qu'on connaît tous malheureusement, si elle n'y était pas, je pense que j'aurais pu voyager comme beaucoup de gens qui ne peuvent pas voyager, et j'aurais évidemment, naturellement, plongé avec. Ouais. Donc voilà, c'est partie remise, quoi. J'espère que je plongerai en 2020. Ouais, mais alors, 2021. Donc en 2021, imaginons, tu plonges. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir ton ordinateur de bord, Shunto, Garmin ou quoi que ce soit, et de l'autre côté ta Submariner, ou alors tu y vas avec ta Submariner et rien d'autre? Je pense juste avec la sub. Ouais. Ben oui. Je plonge pas tout seul. Bien sûr. Donc il y aura forcément un ordinateur de bord dans le groupe. Ça sera sub, et puis celle-ci aussi. Hein. Ouais. De toute façon, tu plonges selon la doctrine PADI, hein, donc en palanquée avec un buddy. Donc tu es dans une palanquée et tu plonges pas tout seul. Donc si le dive master qui est devant ou dans les barrages a un ordinateur de plongée, toi tu n'en as pas besoin. Exactement, tout à fait. Mais détrompe-toi sur un point. La pêche, je suis un grand pêcheur, un grand amateur de pêche, les amis. La pêche, c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps, tout à fait. Ah non, mais si tu vas à la pêche, il faut que tu ailles avec le matos, le bon truc, le bon réglage. Il y a beaucoup de précision et de minutie à avoir, même si tu pêches en mer et que ça bastonne, etc. Il y a quand même beaucoup de précision à avoir. Il faut que tu aies le temps. Tout à fait. Si tu vas à la pêche et que tu n'as pas le temps, c'est juste pas possible. Et je pense, les amis, que quand on aime les montres, je suis sûr qu'on aime la pêche. Donc là, il faut vraiment que tu te poses la question. Ça. Mais oui, mais parce que il y a un vrai rapport au temps. Et effectivement, j'ai le sentiment que ceux qui n'aiment pas la pêche, c'est qu'ils se disent non, mais tu vas pêcher, tu ramènes rien. Bah ouais, mais c'est ça qui est sympa. Si à chaque fois que tu vas pêcher, tu ramènes, c'est que tu es allé à la poissonnerie, quoi. Tout à fait. Maintenant, tu n'as pas besoin d'une montre non plus pour aller à la pêche. Voilà. Écoutez, les amis, voilà, un fan de plongée en herbe, bientôt le PADI Advanced Open Water, niveau 2. Je pense pas, à vrai dire, j'ai pensé, mais 20 mètres, ça me suffit, moi. Ça te suffit? Ça me suffit, je pense qu'en matière de faune et de flore, à 20 mètres, on voit pas mal de choses. L'Advanced, bon... Ouais, mais le jour où tu voudras plonger en dérive, hein, c'est-à-dire où tu sautes du bateau et puis le bateau va te récupérer une heure plus tard, ou tu veux faire une profonde à 30 mètres, tu peux pas y aller avec ton niveau 1 de PADI. Parfait. Ouais. Pour le moment, j'en vois pas la nécessité, mais peut-être que le jour viendra. Quelque chose me dit que tu plonges toi aussi? Oui, mais je plonge moins maintenant que lorsque j'étais plus jeune. J'ai appris à plonger pas dans le Pacifique, mais en Loire-Atlantique, à Pornichet. Ouais. Très formateur, les amis, si vous voulez faire de la plongée. Là où vous apprenez à plonger, si vous apprenez à plonger dans les eaux cristallines de la mer Rouge, à Sharm el-Sheikh ou à Hurghada, ou des choses comme ça, où il y a peu de courant, une énorme visibilité, peu de houle, etc., ou à l'île Maurice, des endroits comme ça dans l'océan Indien, ce sont des plongées qui sont assez faciles. Après, ça dépend bien évidemment des conditions dans l'eau, etc., mais quand tu plonges... où rien que pour sortir du bateau, il y a beaucoup de houle, il y a beaucoup de courant, et tu plonges là, ne serait-ce qu'à 15 mètres, et en fait tu ne vois le fond que quand tu arrives à 1 mètre du fond. Mais après tes yeux s'ouvrent, et là en fait tu vois des choses absolument magnifiques, mais tu as quand même l'impression de plonger dans un mug avec du thé, quoi. Tu vois? Et ben, quand tu vis ça, quand tu te retrouves après dans l'océan Indien, avec des eaux cristallines ou dans le Pacifique ou je ne sais où, ou dans les Caraïbes, voilà, en termes de technique et de capacité à plonger, t'es le roi du monde. J'ai plongé en Bretagne, donc je comprends un peu. Bah tu vois, dans la rade de Brest. Donc, voilà, avec le double 8 mm, parce que sinon tu n'y arrives pas, t'es effrayé. Et j'ai appris un truc pour le coup, un peu dans le domaine de la circulation sanguine, c'est que ta tête consomme une quantité phénoménale d'énergie, et quand il fait froid, si tu plonges et que tu n'as pas de cagoule, bah là ton bloc tu le consommes en 20 minutes, là où tu peux le garder 50 minutes si tu respires bien, simplement parce que ta tête t'aspire tout, quoi. Tout à fait. Comme quoi, j'ai appris des trucs, etc. Le doc
vient de me confirmer que c'était du bon. Allez, on enchaîne avec la dernière partie de cet épisode, ta prochaine montre. Alors là, t'as démarré il y a peu de temps, mais t'es allé sur les chapeaux de roue là. Donc là, t'as quelque chose dans le tuyau? Exactement, je suis allé peut-être un peu trop fort. J'ai un de mes amis qui m'a dit, écoute, calme-toi, profite de tes montres. Il a raison et je vais écouter son conseil. La prochaine, ça risque d'être une GMT Master 2, bracelet jubilé Batman. Ça risque. Ah ouais, parce que t'es pas sûr. Je suis pas sûr. Non, mais c'est probable, mais il faut que je donne un peu de temps quand même. Ah, ok. C'est avant 2 ans pour que je profite déjà de celles que j'ai, qu'elles aient eu une histoire avec moi et puis savourer la prochaine, quoi. Ouais, mais ça te donne 2 ans pour changer d'avis, moralité. Ça me donne 2 ans pour changer d'avis, exactement. Peut-être que je quitterai cette gamme de ce type de montres qui sont finalement assez toutes, elles se ressemblent toutes. La GMT, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une GMT pour le côté de double fuseau horaire quand on part en voyage. Ouais. J'ai ma sœur qui vit à Dubaï, donc souvent je me pose la question, il est quelle heure chez elle, etc. Je sais que si j'avais une GMT là, je mettrais les 2 heures, histoire de ne pas envoyer des SMS dans le vide. Ouais. Alors je ne sais pas si tu l'as vu les amis, mais on a un épisode avec Cédric et sa Rolex Skydweller, avec le réglage avec 3 crans sur une lunette cannelée, avec double fuseau horaire. Franchement, un bijou de technologie. Enfin une Rolex les amis qui donne autre chose que l'heure. Mais j'ai quand même envie de te titiller sur le sujet. Tu as une Submariner 16610. T'as là une Tag Heuer, ouais, et une Datejust par ailleurs. Ok, donc fais gaffe, tu vas devenir un Rolex fan complètement bloqué, etc. T'as raison. Pourquoi tu t'ouvres pas sur d'autres marques? Je devrais. Il y a la Speedmaster qui me fait de l'œil, d'ailleurs avant d'acheter la Sub, je m'orientais initialement sur une Speedmaster. Ouais. Et puis, c'est pas le but de parler de la Sub, mais j'avais toujours la Sub en arrière-pensée. Et puis un beau jour, je tombais sur une bonne occasion financière. Et alors même que je me levais ce jour-là, pas du tout dans l'optique d'acheter une Submariner, en ayant vu l'occasion, je l'ai réservé le jour même et j'ai acheté le jour même. C'était une belle opportunité. Mais à la base, c'était ça que c'était. Alors pourquoi ce ne serait pas la Speed là? Pourquoi ce ne serait pas la Speed? Parce que plus le temps passe, et je pense que j'ai mis la main dans l'engrenage un peu avec la Sub qui m'attire vers la GMT Master 2. Ouais. C'est inexplicable, mais je pense qu'à mon avis, mes avis changent assez régulièrement. Ouais. Je pense que d'ici peut-être 4 à 6 mois, bien sûr, bien sûr. Et puis il faut quand même que tu intègres un truc, c'est que si rien ne change, et que dans 2 ans tu te dis j'ai envie d'avoir une GMT Master 2 jubilé Batman, tu l'auras dans 4 ans. Oui. Parce qu'il n'y en a pas. Ouais. 9, oui, au moins dans 4 ans. Ouais, mais donc, oui, d'accord, mais si rien ne change, par ailleurs, rien ne change non plus sur le marché de l'occasion et tu vas la payer le double. C'est vrai. Et c'est pour ça que tu vas mettre 16 000 balles dans une GMT Master 2 ? Tu as raison de dire ça parce que parfois, je me pose vraiment la question d'aller m'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente. Pour la voir éventuellement dans 2 ou 3 ans. Et si je change d'avis, dès lors que je n'avance pas d'avoir, au pire, je ne la prends pas. Mais... Ouais. Moi, les amis, là-dessus, j'ai envie de dire à Mehdi, c'est un médecin qui a fait des études longues de médecine, cardiologue. Attention quand même à ne pas te retrouver chez le psychologue, parce que, non mais très honnêtement, pose-toi la question, et en fait je te la pose à toi pour te taquiner, et pour vous taquiner les amis aussi. Pose-toi la question, pourquoi tu veux la même montre que tout le monde ? C'est vrai, non mais c'est... Pose-toi la question. Des montres, il y en a des dizaines de milliers de différentes. Bien évidemment, je dis ça un peu pour être provoquant, mais surtout en intégrant le marché de l'occasion et le marché du vintage. Alors le côté GMT me fait de l'œil, hein. C'est quelque chose qui m'attire, même si c'est pas avec une GMT Master 2, ça pourrait être une Explorer 2 également, mais c'est vrai que là, tu vas me dire, tu tournes autour du pot, quoi. Je prends note de ton conseil et j'intégrerai dans mes... Mais dans tous les cas, bien sûr, dans tous les cas, Mehdi, tu reviens pour nous expliquer pourquoi tu es devenu malade et complètement toqué et drogué Rolex. Tu nous raconteras ça dans 2-3 ans. Pour la saison combien, les amis? Saison 5 de petites montres entre amis. Ou alors, tu viendras dans 2-3 ans pour nous dire
Xavier, grâce à toi et à la chaîne Daily Shoes et à tous les commentaires sur cette vidéo, les amis, il faut l'aider. Mehdi, comment tu t'es désintoxiqué aux mêmes montres que tout le monde, à savoir GMT, Master 2 et Submariner. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas un beau challenge, ça? Écoute, c'est parfait, on en reparle dans 2 ans. Eh ben c'est magique, voilà une belle conclusion les amis. Mehdi, un grand merci d'être venu sur la chaîne. Et puis si vous avez envie de participer, vous faites comme Mehdi, vous le savez, je le répète à chaque fois, mais il y a même des gens qui me posent la question comment on fait pour participer. Je le redis, un formulaire sur www.dailyshoes.fr, la référence de votre montre, des informations vous concernant, pourquoi vous voulez en parler, votre numéro de téléphone, on en discute un peu avant. Si vous êtes en région parisienne, on se retrouve, si on a le droit, bien évidemment, et qu'on n'est pas confiné, pour enregistrer Petite Montre entre amis. Et si vous êtes en province ou à l'étranger, Duel Time, c'est le programme fait pour vous. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Au revoir.